Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez les explosions de cervelle, vous allez être servi. Ouais, pour la nouvelle année, je tente des trucs. Oubliez les bonnes résolutions. Aujourd'hui, on va se griller les neurones devant une saga d'action des années 2010 qui s'amuse à repousser les limites de l'humour et parfois celles du bon goût. Kingsman. C'est à ces vidéos qu'on juge un youtubeur, les gars. Kingsman, le film le plus rentable de son réal Matthew Vaughn, à qui on doit quand même pourtant bien d'autres réussites. Sorti en 2015 et pensé dès le départ comme le premier jalon d'une trilogie, Kingsman a connu un succès immédiat, autant critique que commercial. Il a même gagné l'Empire Award du film de l'année et au Royaume-Uni, c'est un prix assez prestigieux. Bref, Matthew Vaughn semblait avoir trouvé LA recette gagnante d'un film d'action des années mi-2010. Du fun, des hommages aux anciens et un univers à part à base d'espions classe qui s'abritent derrière leur parapluie. Le mélange ultime entre John le Carré et Kick-Ass. Une formule assez proche de celle d'une autre franchise à succès d'ailleurs, malgré des univers, en apparence, on ne peut plus différents, avec moins de fun du côté de John Wick. D'ailleurs promis, une chronique sur les clients du Continental arrive vite. Mais contrairement à la saga du Baba Yaga, Kingsman a pris un mauvais tournant. Le deuxième film perdra la faveur des critiques, et sa suite, un prequel sorti après 2020, sera un échec commercial cuisant. Alors, pourquoi les fans n'ont-ils pas pu encadrer le Cercle d'Or puis Première Mission? Et surtout, pourquoi le premier Kingsman avait-il, lui, réussi son coup en 2015? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour voir ça, on va justement repartir en 2015, une sombre année où la mode était encore au bob fluo. Oui, c'est moche, mais c'est nécessaire pour comprendre le succès du premier film. Un peu comme à l'écran, cette réussite, elle tient à deux héros de la vraie vie. On a d'une part un jeune comic book fort sympathique d'un auteur fort sympathique qui s'appelle Mark Millar. Coucou. Cette BD, elle raconte l'histoire d'un jeune garçon élevé dans une famille pauvre londonienne qui se retrouve recruté par un mentor chevronné et est attiré dans les filets d'une agence d'espionnage internationale. En clair, ce que les Américains appellent une histoire de rags to riches, plutôt classique, si vous remplacez les businessmen en costard par des assassins, toujours en costard. Cette histoire, ma foi fort sympa, va taper dans l'œil de Matthew Vaughn. Coucou. Et là, c'est l'heure d'un instant poésie. Un soir, Matthew Vaughn picolait au bar avec Mark Millar. Les deux compères convenaient que les films d'action étaient devenus trop sérieux et rêvaient d'en réaliser un mieux. Vaughn décida alors de s'attaquer au problème sans souci et s'inspira du comic book de son ami. C'est ainsi que Kingsman naquit. Mais là, c'est la fin de la séquence poésie, parce que Matthew Vaughn, il aime être un sale gosse à Hollywood, et il nous avait déjà prouvé qu'il tapait en dessous de la ceinture et n'avait pas peur des giclées de sang dans Kick-Ass en 2010. Kingsman à l'écran suit la même formule et les aventures d'Eggsy, un jeune garçon qui vit dans un quartier défavorisé de Londres avec sa mère et son beau-père violent. Fils d'un espion mort au combat, Eggsy va troquer la casquette pour le costume 3 pièces une fois repéré par Harry, un vétéran d'une agence d'espionnage qui semble être un tailleur. Intrigué par l'affaire, ou peut-être tout simplement à la recherche de fringues gratuites, Eggsy va alors se retrouver plongé dans un conflit international. Parce que le milliardaire et philanthrope Richmond Valentine a décidé que pour sauver la planète, il fallait pratiquer une sélection pas très naturelle. Si vous trouvez déjà le pitch improbable, attendez de voir le film. Kingsman est un condensé de scènes d'action et d'humour qui fait la part belle aux blagues, parfois beaufs, et aux scènes cultes, comme celle du massacre de l'église qui aura amusé et traumatisé, à mutiser toute une génération de spectateurs. J'aime vraiment ce film, et ce n'est pas que ma nostalgie qui parle. Il a été présenté par certains critiques à sa sortie comme un blockbuster débile pour ados ou même une parodie de films d'action. À tort. Kingsman ne se moque pas des films d'espionnage ou d'action. Et s'il en reprend de très nombreux codes, c'est pour leur rendre hommage et s'amuser avec, jamais pour les ridiculiser. D'ailleurs, j'avais commandé ce parapluie pour Noël, mais j'ai juste eu un whisky en pleine gueule. Ici, Matthew Vaughn rend hommage au film de Gentleman Spy, pensez Sean Connery en costume au casino. Et c'est pour ça qu'on retrouve un Colin Firth distingué et parfait pour le rôle d'Harry. Un agent à l'ancienne, toujours tiré à 4 épingles, des chaussettes aux lunettes, et bien sûr tout aussi sérieux que les modèles dont il s'inspire. Dans le film, le réalisateur s'amuse aussi à pointer du doigt l'écart entre la génération d'Harry et celle d'Eggsy, et dénonce au passage les inégalités sociales et générationnelles en Angleterre. Derrière ces différences, il montre aussi l'évolution des films d'espionnage qui ont perdu une partie de leur côté classe au profit d'un genre plus burné et tourné vers l'action. DF, la plupart des sagas d'action, Mission Impossible et 007. Mais là où Kingsman est vraiment intelligent, c'est qu'il ne se contente pas de condamner bêtement cette évolution, et il propose au contraire de réconcilier ces deux traditions et ces deux univers. Et à l'écran, ça fonctionne. Malgré sa réputation de film creux et immature, Kingsman Service Secret aborde quand même quelques thèmes très intéressants comme les inégalités, les violences domestiques ou même le changement climatique. Bon, je vais pas vous faire passer un carlin pour un pitbull, ça reste surtout du sous-texte, et le film, lui, est surtout axé sur les scènes de baston, créatives, et les vannes qui les accompagnent. Mais Kingsman prend quand même le temps de poser des enjeux solides, notamment grâce au personnage d'Eggsy qui a lancé la carrière de Taron Egerton, maintenant connu comme Elton Jr. Le jeune homme est un vrai protagoniste attachant et on prend plaisir à suivre son parcours initiatique et sa relation avec Harry, qui devient un vrai père de substitution. Au-delà de ça, Kingsman vaut surtout le coup pour son univers unique et assez original, où les espions se cachent derrière de belles boutiques et ont des gadgets plus fous les uns que les autres. Un vrai régal visuel pour les fans. On a tous les ingrédients d'un bon film d'espionnage à l'ancienne, y compris un super vilain à la base improbable, Richmond Valentine joué par un Samuel L. Jackson aux casquettes colorées,
It's so cool. Qui disserte au sujet de son amour pour les films d'espionnage, un clin d'œil aussi discret que son feu sur la langue, mais qui reste très sympa à voir et qui rendra happy les fans du genre. Fidèle au plus grand méchant des premiers James Bond, Valentine a même un plan fou, qui ne concerne ni les fonds marins, ni l'espace, ni la calvasse, mais lui permettrait de sauver le monde du changement climatique, en annihilant une bonne partie de la population mondiale au passage. Y a pas de refroidissement sans feu, les gars. Oups. Dans sa funeste entreprise, il est aidé par Gazelle, un personnage qui était un homme dans le comics, mais qui est ici une femme, incarnée par Sofia Boutella, qui a comme très légère particularité de porter des prothèses de jambes à lame tranchante. La propulsion directe au panthéon des sidekicks, réparer et améliorer les plus cools de scènes d'action. Et en matière de sidekicks, au sens littéral, Boutella, elle l'envoie, puisqu'elle a basé ses chorégraphies de combat sur son expérience de danseuse. Anecdote nulle, mais elle tenait le rôle titre dans Street Dance 2, que je ne vous recommande pas, contrairement à Atomic Blonde, où elle joue aussi, et que là, je vous recommande. Tout ce petit monde évolue dans un univers très coloré, littéralement, où la violence est décomplexée, mais contrebalancée par un humour omniprésent. Donc non, Kingsman n'est pas une parodie de film d'action, ni un métrage pour ados décérébrés, mais bien un hommage un peu insolent à nous, les sales gosses fans d'action et d'espionnage. Comme je vous le disais au début, il réussit parce qu'il conjugue la classe british à l'ancienne et l'action hollywoodienne plus trash et explosive. Et ça, c'est grâce à la réalisation de Matthew Vaughan, qui est dynamique et donne du rythme à l'ensemble, avec même quelques transitions assez sympas qui donnent au film une esthétique plutôt unique. Bref, si vous n'avez pas vu Kingsman, voyez-le. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien vous pouvez le revoir sans crainte, parce que je peux vous confirmer que le film tient plutôt bien le test du temps. Même 8 ans plus tard, la vache, je vieillis à vue d'œil, tellement vite que je suis assez vieille pour me souvenir de LA déception de 2017. Oubliez mes études, les élections présidentielles en France ou même Baby Driver, même si pour le coup, le film lui, il était incroyable, moi, tout ce que j'attendais à l'époque, c'était la suite de Kingsman, seulement 2 ans après la sortie du premier. Même James Bond des Missions Impossibles n'avait pas mieux à nous proposer. Alors imaginez ma joie lorsqu'on a reçu ce visuel. À ce moment-là, dans ma tête, c'était une explosion colorée. Je veux dire, ça ressemblait à un crossover entre Kingsman et Indiana Jones. Matthew Vaughan avait dit en interview que la purge Kick-Ass 2 et qu'il avait produite lui avait appris à créer de bons sequels. Et puis on avait Julianne Moore en méchante, alors ça allait forcément déchirer. Disappointment. Ah, qu'est-ce qu'on est naïf quand on est jeune. Oui, parce que rapidité ne veut pas dire qualité. Oui, le Cercle d'Or a rassemblé beaucoup de spectateurs et il a des moments fun, comme la découverte des Statesmen, les Kingsman en américain et en jean. Mais malgré les belles promesses de la bande-annonce, rien d'aussi marquant que dans le premier film. Les idées sont moins fraîches, les blagues beaufs à base de visites d'intérieur encore plus beaufs, et du coup moins drôles, et globalement, le film semble penser que bigger est forcément better. Et même les scènes d'action, si elles restent bien chorégraphiées, sont parfois un tout petit peu surcutées, ce qui est vraiment triste venant d'Eddie Hamilton. D'ailleurs, elle parsème un récit qui est lui bien trop décousu. Et là, alerte spoiler et instant anecdote. Alors, je vais pinailler comme toute bonne critique de cinéma en col roulé, mais il y a une petite incohérence dans le scénario du deuxième film qui ne cesse jamais de m'énerver lorsque je le revois. On apprend dans le premier, grâce à Amelia, la femme à franges, que les Kingsman ont à minima une autre base à Berlin. Et pourtant, rien n'indique que cette base a été détruite par Poppy dans le 2, et Exy ne tente même pas de les contacter pour savoir. Ça y est, j'ai fini ma crise de nerfs sur un point dont tout le monde se fout, on va pouvoir continuer. Je ne sais pas qui a dit « un bon méchant fait un bon film », dans le doute, vous pouvez me citer, mais là, de toute façon, le compte n'y est pas. L'un des principaux problèmes de Kingsman, le Cercle d'Or, c'est sa méchante, Poppy Adams, alias Julianne Moore, en dealeuse de drogue derrière un bureau. Commençons par le positif. Comme pour le reste du film, l'esthétique de Poppy est impeccable. Je suis sûre que vous n'aviez même pas remarqué cette saillante petite danseuse hawaïenne. Mais malgré les efforts de son actrice qui est fidèle à elle-même, son personnage est quasi totalement absent du métrage. On voit plus Elton John. En fait, je pense que le rôle de Poppy a presque été écrit comme celui d'une femme de main. Alerte au spoiler dégueulasse, mais sa caractérisation suit une formule très classique pour les seconds couteaux. On a une première apparition marquante et violente qui l'impose comme une force inquiétante où elle hache menu un employé, puis une quasi-absence du film à part quelques apartés où elle est posée dans son bureau, et une fin assez nulle où elle ralentit les Kingsmen. Sans même être l'antagoniste final. C'est littéralement la façon dont on construit un rôle de femme de main, mais pas celui d'un mastermind. La relation entre un protagoniste et un antagoniste est cruciale dans n'importe quel film, mais c'est peut-être encore plus vrai dans les films d'action où le bon et le mauvais s'opposent constamment. Tout est question de contraste. Et c'est ce contraste qui permet de mettre en exergue les spécificités de chacun, leurs intérêts et motivations. Dans le premier Kingsman, Exy et Valentine remplissent parfaitement leurs fonctions à cet égard. C'est vrai, ils partagent peu de temps à l'écran, et on pourrait presque croire que Valentine est plus l'ennemi d'Harry au début.
Mais d'abord, Eggsy et Valentine ont quand même quelques scènes ensemble, et en matière de contraste, on a ce qu'il faut. On comprend à travers les lignes que les deux viennent de milieux défavorisés et défendent un idéal, mais le film pose intelligemment la question des moyens qui justifient la fin. Eggsy, lui, il n'est pas prêt à tout pour arriver à s'en sortir, comme quand il refuse de tirer sur son chien, à l'inverse de Valentine. Et à contrario, dans le Cercle d'Or, Poppy n'est même pas au courant de l'existence des Statesmen et ne rencontre les Kingsmen qu'à la fin. Donc la dynamique entre eux, elle est simplement inexistante. Vraiment, là c'est qu'un exemple, mais Kingsman 2 pêche côté scénario. Là où le premier était simple et efficace, ici on se perd en intrigue sentimentale insipide entre Eggsy et sa copine princesse milliardaire. Problème de riche, les gars. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas parler du film sans évoquer le gros spoiler. Bon, là, je sors l'alerte pour me donner bonne conscience, parce qu'il était dans la bande-annonce. Le retour de Harry, avec un œil en moins, comme Emilio Largo ou Queen Maeve dans The Boys, ouais non, on va rester sur Largo. L'idée de spoiler son retour dans les bandes annonces, elle est compréhensible d'un point de vue marketing, mais elle fait du mal à l'histoire qui mise beaucoup sur ce spoiler, qui, entre parenthèses, arrive selon moi trop tôt dans le film pour établir une vraie tension, mais on n'était plus à ça près. Et surtout, cette vraie fausse mort de Harry, c'est comme une balle dans le pied de la saga. Elle fout en l'air les enjeux du premier Kingsman, qui permettait à Eggsy de récupérer le flambeau de son mentor, et par ricochet, elle amoindrit les enjeux du deuxième, parce que si la mort n'a plus vraiment d'importance, bah quand un autre perso important meurt, tout le monde s'en fout, parce qu'on s'attend à le voir revenir. C'est moche à dire, mais à travers sa débauche de vannes, de moyens et de Deus Ex Machina, le Cercle d'Or verse dangereusement dans la parodie qu'évitait habilement son prédécesseur. Bon, là je sais que ça fait 2 minutes que je râle, et vous vous demandez probablement si le film est une catastrophe. La réponse c'est non, mais c'est clairement une déception si comme moi vous étiez fan du premier. Et pour comprendre la suite, il faut encore repartir en arrière, et regarder dans cette boule de cristal. Je vois, une trilogie. Je vous l'avais dit, Kingsman a été pensé comme une trilogie dès le départ par son réalisateur. Et le troisième volet devrait voir un Eggsy princier, parce que marié à sa princesse blonde et milliardaire, enfin, sauver le monde, encore une fois, dans un épisode intitulé Blue Blood. Même si Vaughan voudrait filmer en 2024, pour l'instant on n'en sait pas plus, et on n'a plus qu'à prier pour un résultat un peu meilleur. Pourtant, il y a bien déjà eu un troisième film Kingsman, et là, je sais d'avance qu'une partie d'entre vous est probablement surpris par la nouvelle. Et c'est bien normal vu le flop retentissant de The Kingsman, sorti dans une indifférence générale et plutôt polie en 2021. Ici, Eggsy, ça sonne bien, et Harry, ça sonne moins. On retourne plus de 100 ans en arrière, pendant la Première Guerre mondiale. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Et bah moi non plus, ni personne d'ailleurs. Comme je vous le disais, pas grand monde a vu le film de toute façon. Kingsman Première Mission, ou The Kingsman en VO, dont le titre est à la fois trop proche et trop différent de la saga d'origine, ça n'a sûrement pas aidé d'ailleurs. Bon, soyons clairs, sa sortie après la pandémie, elle, n'a pas aidé non plus. Mais alors, est-ce que le flop du troisième film Kingsman est simplement dû à sa malchance, ou tout simplement à son manque de qualité? Eh ben, un peu des deux. On ne peut pas reprocher à Matthew Vaughan d'être resté dans sa zone de confort. Ce prequel, qui raconte la formation des Kingsmen, est beaucoup plus sombre et lent. Ici, c'est clair, les morts comptent pour de vrai, et on suit Ralph Fiennes en lord anglais qui fait une grosse dépression suite à la perte de sa femme. Du coup, le duc, il empêche son fils Conrad d'aller se battre pendant la guerre. Le film en lui-même est surtout connu pour sa scène avec un Rasputin en mage noir ascendant danseur démoniaque, même si elle ne dure qu'une dizaine de minutes. La fée lumineuse Flying Fairy. En partie parce que 90% du marketing était basé là-dessus. Je vous le dis d'avance, la séquence elle est fun, et effectivement, elle se rapproche bien de l'esprit classique de la franchise. Mais elle est assez seule dans le métrage, parce que Première Guerre mondiale oblige. Le reste du film, lui, il est nettement moins rigolo. Exit les princesses suédoises en petite tenue ou les feux d'artifice de matière grise et place aux tranchées de Verdun et au deuil. Si ce changement de ton en a dérouté plus d'un, on peut au moins reconnaître au réalisateur une vraie volonté de créer des enjeux sérieux. Il a appris de ses erreurs sur le fond, mais malgré tout l'amour que je voulais éprouver pour Kingsman Première Mission après la déception du 2, l'exécution reste parfois bancale, surtout au revisionnage d'ailleurs. Malgré un montage propre et un casting sérieux, le réalisateur a du mal à être cohérent tant certains aspects de l'intrigue tranchent avec le ton du métrage. Le premier film évitait cet écueil parce que les éléments dramatiques étaient introduits au début du film qui versait seulement. Ensuite, dans le what the fuck décomplexé. Ici, tout est mélangé avec un point d'orgue en milieu de film, une mort assez abrupte et très sérieuse, qui rend toutes les vannes assez malvenues. Et pour ce qui est du fan service dans ce prequel, c'est aussi en demi-teinte. La plupart des références sont sympas, mais certaines semblent un peu trop présentes et lourdes. Oxford not Burroughs, haha c'est rigolo parce que c'est le duc d'Oxford, allez on a compris, circule. Et puis il faut caser tous les persos dans les rôles mythiques de Merlin et Arthur comme dans
Kaamelott. Pareil pour le méchant dont l'identité est un secret bien gardé pendant toute la durée du métrage, uniquement parce que tout le monde s'en fout. Est-ce que je vous conseille quand même Première Mission? Oui, si vous êtes fan de la franchise, ou de ce qu'il en reste, il est nettement meilleur que Le Cercle d'Or. Et là, je pointe surtout ses points faibles. Le film a un côté audacieux et quelques bonnes idées, mais si vous ne connaissez pas encore la saga Kingsman, le premier reste définitivement le meilleur. En fait, c'est un peu triste à dire, mais mon bilan sur la licence ne peut être qu'un relatif constat d'échec. Je m'énervais lorsqu'en 2015, Kingsman Service Secret était taxé de basse parodie de film d'action, mais la suite a malheureusement donné raison à ses détracteurs. Pourtant, je déteste avoir tort. Eh oui, elle est devenue de moins en moins intelligente et de plus en plus beauf. Quant au prequel, lui, il a pris un virage à 1918 degrés pour nous offrir un métrage au thème assez original, mais au ton trop inégal pour vraiment créer une origin story digne de ce nom à l'agence 3 pièces. En clair, la saga Kingsman a ce triste goût de promesses pas complètement tenues, comme lorsqu'un superbe cadeau de Noël renferme en fait un vieux tablier à coquelicot. Le premier film de Vaughan aurait pu nous donner des suites incroyables, délirantes, à base de réseaux secrets d'espions internationaux, mais l'expansion de son univers, le world building, pour les anglophiles qui m'écoutent depuis Savile Row, elle a été assez décevante. En fait, tout ça nous prouve que le premier Kingsman tenait surtout grâce à la quête d'Exy et au trio Taron Egerton, Colin Firth et Samuel L. Jackson. Et je me lasse pas de cette scène du Happy Meal, elle est vraiment trop fun. Le film tenait grâce à leur trio, donc plus qu'à l'univers des espions en tant que tel. Et Kingsman nous apporte de ce fait une preuve supplémentaire qu'un bon concept ne suffit pas pour réaliser un ou plusieurs bons films. D'ailleurs, si j'ai cité John Wick en début de critique, c'est pas un hasard. Je pense que malgré la grosse différence de ton entre les deux sagas, elles ont en fait pas mal en commun. Les deux ont posé les bases d'un univers très intéressant et riche pour des films d'action ou d'espionnage et ont permis d'offrir un regard neuf sur le genre à la moitié des années 2010. Mais là où l'une a su progresser graduellement dans le what the fuck au fil des épisodes en développant bien son univers et son concept et en offrant de plus en plus de personnages et de lieux marquants, l'autre est tombée dans l'excès du trop vite trop fort et s'est pris les pieds dans son tapis cosy. Pas encore, ma fille. Pourquoi ? Il n'empêche qu'encore aujourd'hui, je prends grand plaisir à revoir le premier Kingsman et même son prequel, et que, une fois mon cerveau éteint, le Cercle d'Or est aussi très agréable. Donc allez découvrir la saga si ce n'est pas déjà fait, et surtout faites-vous votre propre avis. Si par contre vous ne voulez pas devoir faire un footing avec Gazelle, un petit like, un petit abonnement et on active la cloche. Et maintenant vous connaissez la chanson, si vous avez des idées de chroniques, c'est dans les commentaires et sur Twitter. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.